Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Que peut encore faire la France pour sauver Boualem Sansal? On posera la question à Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger et membre du comité de soutien à l'écrivain emprisonné. Auparavant, on aura le plaisir de recevoir Henri Proglio. On va bien évidemment revenir sur les débats en cours concernant la programmation pluriannuelle de l'énergie avec celui qui fut le patron d'EDF et ses propositions choc contre les éoliennes et contre le marché européen de l'électricité. Point de vue, c'est parti. Bonjour Henri Proglio. Bonjour. Vous réjouissez-vous de l'accord trouvé par Bernard Fontana, le nouveau PDG d'EDF, et l'État sur la construction de 6 EPR de nouvelle génération? Je me réjouis de l'arrivée de Bernard Fontana. Je me pose des questions sur la construction de nouveaux EPR, ça je dois le dire. Oui, j'ai cru comprendre que vous étiez plus très friand de l'EPR de deuxième génération. Non. J'ai jamais été effrayant de l'EPR de première génération parce qu'il était trop compliqué. Il a été conçu à l'époque par Areva et Siemens pour, au fond, être un produit ou un projet franco-allemand. Il répondait aux exigences des deux autorités de sûreté allemandes et françaises. On a construit un engin beaucoup trop compliqué, beaucoup trop, je dirais, sophistiqué et qui, à la fin, devient inconstructible. On a vu les conséquences à la fois en Finlande, on en a vu les conséquences aussi à Flamanville et même en Chine. Et donc, c'est un engin qui, aujourd'hui, est extraordinairement complexe. Tous les spécialistes vous le diront. Donc, il fallait revoir le concept de l'EPR. Ça, j'avais initié avec, d'ailleurs, avec Areva à l'époque, un projet de PR simplifié, de PR à l'époque modifié, largement modifié, qui n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, on parle de PR2. Je pense que le concept de l'EPR2 peut s'entendre. Le design n'est pas encore totalement achevé, donc je ne sais pas ce qu'il faut que je pense de l'EPR2. Imaginons que le PR2 soit un EPR modifié, simplifié, constructible. Imaginons-le, je l'espère. Ce que je regrette, c'est qu'il soit encore trop puissant, à 1600, 1700 MW, il est trop puissant, les besoins du monde qui nous entoure sont autour des capacités moyennes de 1000 MW ou des petits réacteurs. C'est ça dont le monde a besoin et pas de très gros réacteurs, mais dont acte. Et puis d'autre part, ma position est très simple. Je pense qu'il faut donner priorité à l'extension du parc nucléaire existant, à l'extension de la durée de vie. On peut gagner 20 ans. Quand vous vous rendez compte qu'on a aujourd'hui un parc nucléaire qui compte 56 réacteurs, plus Flamanville, et qu'on peut gagner 20 ans de durée de vie en investissant à peu près 1 milliard ou 1,2 milliard par réacteur, le coût de l'investissement est ridicule par rapport à... 50 milliards ? Oui, enfin, certains ont déjà été modernisés. Donc, si on faisait tout, oui, c'est de l'ordre de 60 milliards, mais une partie a déjà été faite. Imaginons qu'il faille investir entre 30 et 40 milliards, c'est peu de choses, eu égard à l'importance de la stratégie et de l'investissement. Donc, un nouveau réacteur va coûter entre 7 et 10 milliards. Bon. Rénover 56 réacteurs pour 50 milliards, on rendait compte. Vous dites, un nouveau réacteur coûte 7 milliards d'euros, donc si on en fait 6, il y en a un peu plus... Entre 7 et 10. Entre 7 et 10, donc on peut aller jusqu'à 60 milliards d'euros, alors que vous préférez qu'on mette 40 milliards pour moderniser l'ensemble du parc et gagner 20 ans français. Ce qui conduira en fait à constater que le prix de l'énergie, le coût de revient, va baisser. On avait déjà, il y a une quinzaine d'années, l'énergie la moins chère d'Europe. Si on gagnait 20 ans de durée de vie, on pourrait évidemment, compte tenu de l'amortissement sur la durée, baisser significativement le coût de revient de l'énergie. On va y revenir. On évoquait Bernard Fontana, donc, qui est le nouveau patron d'EDF. On dit que vous êtes vu. Que lui avez-vous conseillé dans sa prise de fonction ?
dans sa prise de fonction. fonction. On a parlé de l'avenir, on a parlé de la stratégie, on a parlé des besoins d'EDF et de la France. On est tombé tout à fait d'accord sur le fait que la priorité, enfin à mes yeux, et d'ailleurs il en convient, devrait être donnée au nucléaire et l'hydraulique. On n'a pas mal parlé d'hydraulique parce que je pense qu'on peut gagner entre 12 et 15% de capacité hydraulique en France en développant des projets régionaux, en relation étroite avec les collectivités locales, et que c'est la meilleure énergie possible. Donc, malgré le changement climatique. Oui, bien sûr. La France a l'avantage, on a quand même beaucoup d'inconvénients en matière d'énergie, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas de pétrole, on n'a pratiquement pas de gaz. On a l'avantage d'avoir un relief que peu de pays européens ont. Et donc on a la capacité d'avoir une hydraulique qui a été largement mobilisée par nos anciens au cours de la création et du développement d'EDF. On a, grâce à cela, une énergie extraordinairement efficace, qui par ailleurs est la seule capacité de stockage qu'on puisse avoir en matière énergétique. Aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'électricité, sauf à travers les barrages. Donc c'est une force extraordinaire. Il faut non seulement la mobiliser, l'améliorer, probablement la doper un petit peu. Ça me paraît essentiel. Comment vous voudriez la doper? C'est-à-dire refaire encore des grands barrages? Alors, à défaut de faire des grands barrages, ce qui prendrait beaucoup de temps et serait difficile, on peut à la fois doper la capacité des barrages existants d'une part, et puis faire du petit hydraulique dans des régions particulièrement adaptées. On parlait des Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, le relief est tel qu'on peut faire du petit hydraulique, encore une fois en coopération étroite avec les collectivités locales, qui auraient toutes les vertus de la plus extraordinaire des énergies renouvelables. La petite hydroélectricité, notamment dans les petits moulins, se heurte à deux problèmes. Un problème aujourd'hui réglementaire, c'est-à-dire qu'ils sont souvent aux prises avec l'Office français de la biodiversité, qui leur demande notamment des passes à poissons et qui menace quand même pas mal par les réglementations, notamment au niveau des préfectures, un certain nombre de petites unités, par les investissements qu'elles demandent. Et la deuxième chose, plus structurelle, liée à la petite hydroélectricité, c'est que ça reste quand même une énergie intermittente. En clair, s'il pleut pas, s'il pleut trop, les moulins s'arrêtent de tourner. Non. Non. Je parle On peut regarder les débits d'étiage. Il y a quand même des régions dans lesquelles les débits d'étiage des rivières ne sont pas nuls. Et donc on peut faire de la on peut faire du développement d'hydraulique dans des conditions absolument satisfaisantes et qui n'ont pas de risque, je dirais, d'interruption lié à la baisse de volume des cours d'eau. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Bon, ça, je suis preneur de vos conseils dans ce domaine. Dans l'actualité, il y a le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Votre point de vue sur la tournure que prennent les débats actuellement? Je me garderai de tout commentaire sur les débats. J'ai une vision qui est probablement un peu caricaturale, mais pour être entendue, encore faut-il être assez clair. Je ne comprends pas, ou j'appelle mes concitoyens à réfléchir aux raisons pour lesquelles le prix de l'énergie, le prix de l'électricité en tout cas, a augmenté au cours des 15 dernières années. Car en fait, il n'y a pas de raison. Le parc de production électrique français, qui a été développé à partir de cette aventure qui a été voulue en 1946 avec la création d'EDF, s'est fondé sur deux grandes énergies qui étaient l'hydraulique et le nucléaire, avec toute l'aventure du nucléaire français dont nous avons réussi à traverser toutes les turbulences pour créer un outil que le monde entier nous a envié. Le parc électronucléaire et le parc hydraulique français permettaient, il y a 15 ans, de satisfaire la quasi-totalité des besoins en énergie électrique de la France, avec des petites capacités de pointe supplémentaires qui étaient thermiques au gaz ou au charbon propre, mais c'était tout à fait marginal pour l'hyperpointe. Ce parc est toujours extraordinairement efficace, il existe. Certes, la fermeture de Fessenheim, sur laquelle je ne reviendrai pas, est intervenue. Il ne faut pas le réouvrir? Non, c'est trop tard. Il ne fallait pas le fermer.
Et pourquoi c'est trop tard? Parce que les travaux de démantèlement ont déjà commencé, qu'on va pas... Enfin, on peut pas... C'est plus coûteux de faire des travaux de réouverture que les travaux de démantèlement qui sont en cours. Ça serait très coûteux et pas très adapté. Donc, au fond, c'est fait. On peut se passer de Fessenheim aujourd'hui? Oui, dès lors que on n'aurait pas dû s'en passer au départ. Maintenant que c'est fait, on a quand même Flamanville qui a la même capacité que les 2 réacteurs de Fessenheim. Donc, au fond, on a toujours la même capacité de production. Cette capacité de production nucléaire et hydraulique permettait, il y a 15 ans, 20 ans, de satisfaire aux besoins de la France et d'être exportateur net. Aujourd'hui, on consomme 10% d'électricité en moins, contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours. Et donc, on a encore plus de capacité d'exportation et on est encore plus autonome en matière de production. On n'avait absolument pas besoin d'énergie supplémentaire. Ça fait partie de vos propositions choc. Je me permets de vous couper parce que justement, ça me permet de rebondir sur une des propositions que vous faites. C'est vous proposez l'arrêt du renouvelable non hydroélectrique, c'est-à-dire éolien et solaire. Oui, je dis on n'en a pas besoin et l'existence de cette production renouvelable s'est traduite par le fait de devoir imposer au nucléaire une flexibilité dont il n'est pas originellement, pour lequel il n'a pas été conçu, c'est-à-dire puisque on n'est pas capable de stocker l'énergie en dehors aujourd'hui de l'hydraulique, on est obligé de donner la priorité d'accès au réseau aux renouvelables non pilotables, c'est-à-dire aux photovoltaïques et à l'éolien. Ce qu'on appelle le non pilotable. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. Ouais. Au fond, produire l'électricité quand il y a du vent ou du soleil, ça arrive, on n'a pas du tout la maîtrise de cette capacité de production. Donc autant on peut maîtriser l'hydraulique, autant on peut maîtriser le nucléaire, autant on ne peut pas maîtriser le renouvelable. Et donc on lui donne priorité d'accès au réseau, ce qui fait que quand il y a du vent, quand il y a du soleil, et que la production de ces énergies dites renouvelables arrive sur le réseau, ben, on est obligé de ralentir ou de diminuer la production nucléaire. Hydraulique bien sûr et nucléaire. Le nucléaire n'étant pas fait pour ça, ça augmente considérablement le prix du nucléaire parce qu'on est obligé d'adapter les centrales nucléaires à la flexibilité qu'on lui demande et ça renforce la vulnérabilité du nucléaire, donc ça coûte très cher. Oui. Parmi les vulnérabilités, d'ailleurs, qui ont été mises en lumière, celle qui a été mise en lumière notamment par l'ancien secrétaire général d'EDF dans nos colonnes, disant que le recours aux renouvelables endommage nos centrales nucléaires en les arrêtant momentanément, ce qui provoque une forme d'usure accélérée. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc... Ça correspond parfaitement à ce que je dis. Au fond, on a accru le coût du nucléaire parce que pour éviter les risques, on est obligé d'investir massivement. Et donc, le coût du nucléaire a été augmenté par l'arrivée du renouvelable. Si le seul objectif du renouvelable, c'est par sa présence d'imposer une augmentation du prix de l'électricité, c'est quand même assez curieux. Bon. Donc, on avait, encore une fois... L'objectif du renouvelable, c'était de produire une énergie décarbonée. Non, puisqu'elle était déjà décarbonée. Mais celle du renouvelable est aussi. Oui, mais pas plus. On ne remplace pas une énergie carbonée par une énergie décarbonée. On remplace une énergie décarbonée par une qui est aussi décarbonée, un peu moins, parce que pour fabriquer les outils de production que sont le photovoltaïque et les turbines, ça ne se fait pas sans émission de gaz à effet de serre. Donc, le solde est quand même négatif. Mais pour autant, admettons qu'on oublie le solde négatif de ces nouvelles énergies, leur présence n'a pas diminué du tout les émissions de gaz à effet de serre de la production électrique française. Henri Proglio, mettons qu'on suive vos conseils et on arrête aujourd'hui, on stoppe. On peut en tout cas stopper le développement, oui. Stopper le développement. Du coup, que fait-on de l'éolien et du solaire existant dans ce cas-là ? On peut continuer à les utiliser. En tout cas, augmenter leur capacité n'a pas de sens, à mes yeux. Je le dis très simplement. Ce qui est fait est fait. On ne va pas rétro-pédaler, mais encore une fois, ça n'était pas indispensable. Et il n'est surtout pas indispensable de continuer de dépenser 30 milliards par an
à cet effet. Sans compter les coûts de réseau que ça implique, parce que les infrastructures de réseau sont encore plus capitalistiques que les infrastructures de production d'énergie. Est-ce que vous pensez que suspendre les subventions publiques à ce secteur-là suffirait à mettre un coup d'arrêt aujourd'hui à son développement? Oui. En France, oui. Bien sûr. Oui, puisque ces énergies ne sont pas compétitives, contrairement à ce qu'on nous raconte. Donc, au fond, si on arrêtait les subventions, on arrêterait ces énergies. Est-ce que vous trouvez, comme Stéphane Bern dans le Figaro, que l'argument esthétique et de défiguration des paysages doit être pris en compte aussi? Oui, mais je ne veux pas... à mon avis, oui. Mais pour autant, je ne cherche pas d'alibi pour augmenter ma pression sur le renouvelable. Au fond, si vous voulez, la dimension économique se suffit elle-même pour porter un jugement sur le développement de ces énergies. Que répondez-vous à l'argument selon lequel le temps que les nouveaux réacteurs soient construits, ou en tous les cas que le parc soit modernisé, il faut développer les énergies renouvelables, fussent-elles non pilotables, pour moins dépendre des énergies fossiles? Je ne comprends même pas la question. Je peux vous la reposer. Non, mais je la connais, mais je ne comprends pas qu'on se pose même la question. Il faudra 10 ans pour construire de nouveaux réacteurs. Si on rallonge de 20 ans la durée de vie des réacteurs existants, ça veut dire que dans 10 ans, il faut se mettre à construire des nouveaux réacteurs. Il n'y aura pas d'espace-temps dans lequel on aurait besoin d'énergie fossile pour prendre le relais. Donc cette question ne se pose même pas. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, si on garde le parc existant, actuellement, on a de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir des énergies de recours, même pour construire de nouveaux réacteurs. Je reviens à l'hydroélectricité. À quoi attribuez-vous le fait, en France, qu'on mette moins, ou aussi peu en avant cette énergie renouvelable? Il ne doit pas y avoir un lobby de l'hydroélectricité aussi puissant. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on mette en avant des énergies dont on n'avait pas besoin. Bon. Vous savez, moi, quand je me suis battu pour le prix de la Reine, enfin, c'était un vieux débat sur la loi NOM et l'obligation d'ouvrir à la concurrence la production d'EDF. On a assisté à un spectacle que je rappelle systématiquement, parce qu'après tout, on a donné accès à des nouveaux venus qui étaient des traders et non pas des électriciens à la production. Par la loi, on leur a attribué 25% de la production d'électricité électronucléaire française à un prix très en dessous de nos coûts de revient. Ça a eu comme conséquence d'ailleurs que EDF était obligé d'augmenter ses prix, parce que quand vous n'avez plus que 75% de votre production à vendre, et que le reste a été vendu à vos concurrents à un prix 25% moins élevé que votre coût de revient, donc ça a poussé à la hausse les prix de l'énergie, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Bon, et d'autre part, c'est totalement unique, sans aucune obligation d'aucune sorte faite à ces traders de se livrer à des investissements de production. Donc, je me suis battu pendant des années contre ce non-sens, avec l'efficacité que vous constatez, mais aussi pour obtenir un prix qui ne soit pas complètement déraisonnable. J'ai obtenu 42 € le mégawattheure à l'époque où on voulait m'imposer 36 €. C'était quand même une différence. Ce prix n'a jamais été revu, au demeurant. Il va enfin être remis en question à la fin de l'année. Mais à cause de ce combat-là, je n'ai pas pu me battre sur tous les fronts. Et en 2012, l'État français a publié une réglementation thermique qui s'appelle ART 2012, pour les initiés, qui implique que tous les développements des constructions nouvelles et tous les développements des logements devaient être raccordés au gaz. C'est la réglementation thermique 2012. Alors quand j'entends aujourd'hui, en 2025,
des propositions disant il faut taxer ces gens qui sont de mauvais citoyens parce qu'ils se chauffent au gaz, mais c'est pas ces gens-là, c'est la réglementation française qui leur a imposé d'être au gaz. Bon. Ça, c'est du lobbying, comme on en voit peu. Hein. Donc, à l'époque, il était de bon ton de dire non au tout électrique. On va revenir sur la question du tout électrique, mais peut-être une question. Là, c'est le particulier qui vous pose cette question. Est-ce qu'il est bien prudent de préconiser le tout électrique, étant donné que il peut y avoir parfois des coupures d'électricité, des problèmes, et qu'il faut pouvoir quand même garder des solutions quand on voit la tempête de 2002, par exemple, la tempête de 2000, heureusement qu'il y avait des chaudières au fioul et des raccordements au gaz. Bien sûr, non mais... et quelques groupes électrogènes. Certes. Qu'il y ait une réflexion sur des systèmes de secours me paraît indispensable. Hein. Mais ne faisons pas de cette particularité une règle générale. C'est pas parce qu'il faut prévoir d'éventuelles coupures et donc des éléments de secours pour éviter que les populations soient privées d'un produit essentiel qu'il faut que tous les logements soient raccordés au gaz. Il y a un moment où on arrive à la déraison en matière... Et donc ça n'a pas été fait pour ça, au demeurant. Personne n'a jamais pris prétexte de cela. Donc, je comprends votre réaction et votre réflexion, mais bien sûr, elle s'impose. Que répondez-vous à l'objection, par exemple, d'Agnès Pannier-Runacher, sur laquelle il ne faut pas tout faire reposer sur une seule énergie, en l'occurrence le nucléaire? Vous allez me dire, oui, il faut faire le nucléaire et l'hydroélectricité. Mais je pense que dans l'esprit de la ministre, l'hydroélectricité était embarquée dans sa réflexion. Je ne sais pas. Non, mais qu'on ait aussi... Enfin, on peut parler aussi d'autres énergies locales, plus particulières. Enfin, il n'est pas exclu de faire de la géothermie là où il y a des ressources géothermiques. Enfin, il est clair que dans une optimisation d'un système, on ait recours à l'ensemble des moyens susceptibles de produire à un moment donné, dans une circonstance donnée, sur un territoire déterminé, des productions énergétiques qui soient adaptées. Mais pour autant, n'oublions pas l'histoire. L'histoire de France existe. On a, en 1946, pris des orientations, investi massivement avec une vision stratégique à long terme, qui a été partagée par tous les gouvernements successifs jusqu'en 2012. C'est pas commencé en 1997 avec le refus de construire Superphénix? Si, mais enfin, ça a été la première entorse au moment d'une cohabitation. Mais quand même, l'ensemble des autorités françaises de tous bords, depuis 1946 jusqu'à cette néfaste période, effectivement, de cohabitation, mais surtout de 2012, a été pensé, voulu, conçu comme étant un outil au service de la France. On voit aujourd'hui à quel point l'énergie est un élément stratégique, à la fois dans la préservation des acquis en matière de pouvoir d'achat, mais aussi en matière de compétitivité économique et industrielle. D'ailleurs, il y a une question, c'est pourquoi l'électrification ne suit pas? Cécile Maisonneuve, qui était à votre place la semaine dernière, estime que le grand tabou, je reprends son expression, c'est le prix de l'électron. Autrement dit, que la consommation électrique ne suit pas car la facture est trop élevée. Est-ce que là, ce n'est pas un des points centraux bien entendu. Non, mais soyons simples, c'est pour ça que le prix de l'énergie, le prix de l'électricité dans le cas d'espèce, est un élément déterminant de la consommation par les acteurs économiques, qui sont des ménages, qui sont les industriels. Le fait d'avoir vu le prix de l'électricité augmenter aussi sensiblement fait qu'à la fois les ménages, mais aussi les industriels, alors les industriels c'est encore plus grave parce qu'il y a des industrialisations de la France en est la conséquence, ont choisi des chemins alternatifs. Les industriels sont partis ailleurs et les ménages ont consommé de moins en moins.
Mais évidemment, le prix de l'énergie est un élément clé à la fois du pouvoir d'achat et de la compétitivité. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut être très attentif. Et encore une fois, les investisseurs... Vous savez, si on faisait le calcul de ce qui a été investi par les Français, c'est-à-dire depuis 1946 jusqu'à nos jours, dans les capacités de production et de distribution d'électricité, on pourrait convenir assez facilement que ça pourrait s'estimer autour de entre 1500 et 2000 milliards. Le prix de la production des barrages d'une part, des centrales nucléaires d'autre part, et des réseaux enfin, c'est à peu près de ces chiffres-là dont on parle. C'est considérable. Ces investissements ont été réalisés. On ne part pas d'une feuille blanche. Et quand je m'élève un peu contre la déraison qui aujourd'hui a fait, je dirais, zigzaguer les pouvoirs publics depuis quelque temps, c'est à cause de ça. Cet effort a été consenti. Il a été fait. Les infrastructures existent, elles ont été payées. Et donc, comment ignorer cet état de fait pour dire, ah ben oui, mais bon, on ne peut pas se contenter, il faut philosophiquement faire appel aux... Non. On a fait les efforts, on a fait les sacrifices, on a investi. Tirons-en aujourd'hui le profit. On devrait avoir une énergie électrique qui aujourd'hui devrait être moins chère qu'il y a 15 ans. Juste une question, peut-être Henri Proglio, c'est passionnant de vous écouter, mais le temps commence à nous être compté. Pour être bien sûr, si on augmentait notre utilisation d'électricité aujourd'hui, si on passait, mettons, on passe au tout électrique, nous aurions les capacités de production françaises permettraient d'absorber cette demande, donneraient cette demande? Il faudrait faire les calculs. Enfin, j'espère que non. Ça voudrait dire que la réindustrialisation du pays est en marche. Je crains qu'on constate qu'effectivement, on soit non seulement suffisant, mais exportateur. Mais vous souhaitez que la réindustrialisation se fasse? Oui, ça va prendre du temps. Pour l'instant, si je vous suis, si on passait au tout électrique et si on était en phase de réindustrialisation, la production actuelle ne suffirait pas? Il faudrait faire les calculs. On serait moins exportateur, en tout cas. On serait probablement en capacité de satisfaire les besoins de la France. Satisfaire. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on sorte du marché européen de l'électricité? C'est pas que je veuille, c'est qu'à force de subir des lois et des réglementations absurdes, on finit par se poser des questions. J'ai vu les dégâts qu'ont provoqué les directives européennes, les textes européens sur notre pauvre pays depuis une quinzaine ou vingtaine d'années dans ce domaine. À quel texte, à quels dégâts vous pensez? Je pense à toute la réglementation européenne en matière d'énergie. Je pense à la priorité donnée à la concurrence. Je pense au Green Deal? Oui, je pense à l'interdiction faite à l'opérateur historique EDF de gérer encore son réseau de distribution et de transport. On assiste à des absurdités, mais qui sont phénoménales. En quoi est-ce que ça a été absurde et en quoi ça a provoqué des dégâts? En quoi est-ce que ça a été absurde? C'est facile. La loi NOM, enfin toutes ces réglementations qui ont conduit à, je dirais, cette doctrine qui est qu'on ne peut pas être heureux sans concurrence et que donc la concurrence fait le bonheur des peuples a conduit à la catastrophe actuelle. Donc on avait un opérateur historique... Bon, ça c'est le libéralisme dont vous me parlez. Oui, enfin bon, moi je suis un libéral qui n'est pas non plus complètement philosophiquement idiot. Après tout, en 1946, nos gouvernements d'époque ont conçu un outil qui a donné à la France un atout fantastique qui s'appelait EDF. Cet atout a été, je dirais, un des éléments clés de la réussite de la France, à la fois en termes de compétitivité économique, de pouvoir d'achat et d'émissions en gaz à effet de serre. Parce que si la France est aujourd'hui parmi les pays les plus vertueux, c'est à cause de ça. Tout ceci a été, je dirais, taillé en pièces par la volonté de certains de nos concurrents européens. J'ai parlé des Allemands lors de la commission d'enquête, mais après tout, les Allemands défendent l'Allemagne. Ils ont considéré que la France avait un atout compétitif insupportable et qu'il fallait priver la France de cet atout. Ils l'ont fait. Ils ont raison, vu de leur point de vue. Vous demandez... Mais pourquoi est-ce que nous, on serait automatiquement complices de ça? Et vous avez une réponse à ça? Oui, bien sûr.
je l'ai dit très très ouvertement, je reproche au gouvernement français de ne pas avoir défendu la France. Et donc je dis aujourd'hui, constatant les dégâts qui ont été faits, eh bien, je me pose la question de savoir s'il ne faut pas dire pouce, arrêt sur image. Moi, j'envisage de sortir de mon secteur énergétique de la réglementation européenne. Ce qu'ont fait les Espagnols et les Portugais, d'ailleurs. Ils n'ont pas été bannis, on ne les a pas vidés comme des malpropres. Dernière question, vous préconisez un prix national de l'énergie et un prix différent pour l'export. Comment fait-on? Comment procède-t-on? Bon, ça c'est facile. On avait un prix de l'énergie qui était un prix régulé. Ça ne vous a pas échappé. On avait un tarif régulé, décidé par l'État. Et ça permet à EDF de faire des marges? Ça a permis à EDF de vivre. Donc, EDF, quand j'ai quitté la maison en fin d'année 2014, on avait, à l'époque, et c'est pas moi qui ai arrêté les comptes, c'est mon successeur, malgré la loi NOM, malgré la reine, malgré tous les inconvénients auxquels j'ai fait référence, battu les records de profit d'EDF. Bon, EDF a vécu. EDF a financé le parc nucléaire. C'est pas le gouvernement qui l'a financé. Donc, oui, on a vécu avec ça. Alors, il fallait négocier les prix avec les pouvoirs publics. Et donc, le prix français, c'était le même pour tous les Français. Bon. Les Français ont vécu de façon assez heureuse, au point qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'on peut vivre autrement. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, on disait, si de toutes les factures, celle qu'on pourrait garder, c'était la facture d'électricité. Et ben voilà. Merci beaucoup, Henri Proglio. Merci d'être venu sur le plateau de Point de Vue. Bien évidemment, on continuera de suivre ça. C'est un débat qui va traverser, on peut gager, l'été et même dépasser le cadre étroit de la rentrée. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler avec vous. Merci beaucoup. Dans l'actualité, le refus de l'Algérie de gracier également Boualem Sansal, en attendant d'avoir la réaction et le décryptage de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt. Cette révélation, ce week-end, au détour d'un interview, c'était ce dimanche, de l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. J'ai demandé et obtenu un rendez-vous en tête-à-tête avec la haute représentante de l'Union européenne. Oui. Je l'ai rencontrée. Elle m'a dit qu'elle était en contact très régulier avec la diplomatie française. Et quand je lui ai parlé du cas de Boualem Sansal, elle ne connaissait pas la situation de Boualem Sansal. Comment ça? Ça veut dire qu'elle ne savait même pas que cette situation était un sujet de préoccupation pour nous, Français. Ce qui veut dire que la France, le gouvernement français, par la voie de sa diplomatie, n'avait pas fait savoir à la Commission européenne aucune information n'avait été transmise. Mais nous étions en tête-à-tête, je ne peux que raconter la scène telle que je l'ai vécue. Elle m'a demandé, elle m'a demandé d'épeler le nom de Boualem Sansal. Et elle n'était pas de mauvaise volonté. Pourquoi la France ne demande-t-elle pas? Je crois que nous avons un président de la République... C'est effrayant ce que vous dites, hein, François-Xavier Bellamy. Mais c'est révoltant. Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour. Alors, question aux diplomates et aux membres du comité de soutien de Boualem Sansal. François-Xavier Bellamy prétend qu'il n'y a pas de mauvaise volonté de la part de la haute représentante de l'Union européenne à méconnaître le cas Sansal. Néanmoins, le comité de soutien auquel vous appartenez a porté plainte contre l'Union européenne et contre la haute représentante. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Les deux sont vrais. Il y a à la fois une mais il y a une très grande confusion au sein de l'Union européenne et avec notamment la haute représentante, Madame Kallas. Et puis, d'autre part, François-Xavier Bellamy a raison. En fait, Noëlle Lenoir, en tant que présidente du comité de soutien à Boualem Sansal et aussi ancienne ministre des Affaires européennes, avait écrit à Madame Kallas, la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne. Et donc Madame Kallas ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant, puisqu'elle a même répondu, elle a fait répondre par son chef de cabinet en disant que dans le fond c'était pas très important tout cela. C'est à la suite de cela que Noëlle Lenoir a saisi le médiateur de l'Union européenne. Donc là, c'est plus, en l'occurrence... Donc c'est le bazar. C'est le bazar. Non, mais en l'occurrence, mettons un peu d'ordre, c'est plus de la responsabilité de la haute représentante que de la France elle-même, contrairement à ce que dit François-Xavier Bellamy. Oui, c'est la responsabilité de la haute représentante de l'Union européenne, Madame Kallas, qui soit ne lit pas son courrier, soit le jette immédiatement. En tout cas, elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant.
On a peut-être beaucoup de courriers. Et elle a demandé à François-Xavier Bellamy d'épeler le nom de Boualem Sansal, quoi. On atteint le ridicule. D'après les informations de Paul Sugy, je vous pose la question sur la question effectivement de la France, parce que Boualem Sansal, François-Xavier Bellamy met en cause les autorités françaises, mais d'après les informations de Paul Sugy, la présidence de la République s'est mobilisée quand même en multipliant les contacts avec les homologues algériens. Je l'ai lu dans les différents articles excellents du reste du Figaro de ce week-end et de ce matin, mais je n'en sais rien du tout s'il y a eu des contacts entre Paris et Alger. Je crois que les ponts étaient quand même largement coupés depuis plusieurs semaines, depuis l'expulsion des diplomates algériens et des diplomates français. Je crois qu'il n'y avait plus beaucoup de canaux de discussion entre les deux. Avez-vous eu des nouvelles récentes de Boualem Sansal ? Non. Non, nous n'avons pas de nouvelles récentes, mais cela dit, à titre vraiment personnel, j'ai eu la famille, ce week-end, la famille d'un ami qui est également prisonnier dans la prison où se trouve Boualem Sansal, la prison de Koléa. Et voilà, les nouvelles sont des nouvelles de prisonniers, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une vie très amusante. C'est-à-dire ? Quand on est prisonnier, surtout à 80 ans, il fait des allers-retours entre l'hôpital et la prison. A-t-il vraiment été question, un jour, côté algérien, de gracier Boualem Sansal ? Je crois qu'il ne faut pas attendre grand-chose, et je l'ai souvent dit ici notamment, je crois qu'il ne faut pas... On attendait le 24 juin, puis on attendait le 3 juillet, puis le 5 juillet, une grâce présidentielle. Maintenant, on va attendre le 9 juillet, nous dit-on, qui est la date où il y aura l'expiration du pourvoi en cassation. Puis on attendra le 1er novembre, qui est la fête nationale algérienne, la deuxième fête nationale algérienne. Donc, je crois qu'on sous-estime la méchanceté de ces autorités, de ce pouvoir algérien. Vous ne croyez pas qu'il peut y avoir un geste politique de la part du pouvoir algérien ? Oui, ce pouvoir est totalement imprévisible. Ce pouvoir est totalement imprévisible. Il peut effectivement décider de gracier Boualem Sansal à titre individuel, parce qu'encore une fois, garder Boualem Sansal en prison, c'est prendre un risque, prendre le risque qu'il lui arrive quelque chose de grave, qu'il décède ou qu'il lui arrive autre chose en prison. Donc le pouvoir algérien a objectivement, s'il était cartésien comme vous et moi, il a objectivement intérêt à se débarrasser de Boualem Sansal. Mais est-ce qu'il y a intérêt, sachant que apparemment, il n'y a pas énormément de pression internationale, d'après au moins ce qu'on comprend de la part de François-Xavier Bellamy, quelle que soit la responsabilité de l'Union européenne. Exactement. Les pays européens, l'Union européenne nous disent, et l'ont dit à Noël Lenoir en face à face, qu'elles attendent que la France se mobilise et que la France fasse quelque chose. C'est la France qui donne le là. Et si la France ne bouge pas, les autres pays ne bougeront pas. C'est aussi simple que cela. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour l'instant c'est un peu le raisonnement inverse qui est fait, c'est-à-dire que quoi que fasse la France, les Algériens ne voudront rien entendre, donc il faut que ça passe par d'autres pays. Non, il faut conjuguer tous les efforts. La France et l'Union européenne. Si la France était décidée à s'opposer à l'Algérie, l'Union européenne et les autres pays de l'Union européenne, Allemagne, Italie, Espagne, se mobiliseraient pour suivre la politique française. Moi, je l'ai constaté pendant mes 2 séjours en tant qu'ambassadeur à Alger. Dans les réunions des ambassadeurs européens, c'est l'ambassadeur de France qui donne le là. Et donc les autres pays sont très suivistes sur le dossier algérien. C'est pas le cas avec tous les pays, mais sur la question de l'Algérie, les autres pays estiment que l'Algérie c'est du ressort de la France. Je reviens, Xavier Driancourt, sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé ce week-end. Quels enseignements tirez-vous sur le fond et la forme des décrets de grâce
qui ont été publiés et de l'absence sur ces décrets du nom Boualem Sansal? Je pense que nous, la France, le gouvernement, le président de la République, a sous-estimé les réactions et la position du gouvernement algérien. C'est un pouvoir extrêmement dur, extrêmement violent, et on a sous-estimé le fait que le président Tebboune veut en réalité humilier la France. On oublie qu'il estime... humilier la France. On oublie qu'il estime avoir été trahi en juillet dernier, il y a bientôt un an, le 30 juillet, lorsque la France a changé de position sur le Sahara occidental. Jusqu'à présent, jusqu'au 30 juillet dernier, la France avait une position équilibrée entre l'Algérie et le Maroc sur la question du Sahara occidental. Et le 30 juillet dernier, le président de la République a décidé de soutenir la position marocaine en des termes extrêmement clair et explicite. Et le pouvoir algérien s'est senti trahi et a décidé de faire payer cette humiliation à la France. Néanmoins, sur cette affaire de grâce, puisque effectivement c'était une question, et en tous les cas quelque chose qu'on entendait à intervalles très réguliers, est-ce que les autorités françaises ont été bernées, selon vous ? Non, pas berné, mais on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Encore une fois, nous avons sous-estimé l'Algérie. Cette affaire, comme je l'ai dit et je l'ai écrit dans différents articles et dans livres récents, ce sera, et c'est un fiasco diplomatique depuis le mois de juillet dernier. C'est la plus grave crise avec l'Algérie. Et comme nous n'avons pris aucune mesure, nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. On dit qu'il y a deux tendances dans le réseau diplomatique. Ceux qui croient que l'Algérie est un peuple frère, un pays qu'on a blessé et à qui l'on doit tout laisser passer, et ceux qui croient que la France et l'Algérie, 60 ans après son indépendance, devraient avoir des relations normales. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, j'ai lu cela effectivement, mais c'est une simplification abusive. Je crois que avec l'Algérie, il faut s'en tenir à une ligne politique ferme et rester sur cette ligne. Il ne faut pas changer de position comme nous avons trop tendance à le faire. Nous avons commencé, il faut le rappeler, avec l'Algérie, la colonisation, crime contre l'humanité. Ensuite, nous avons varié de position depuis 2017, alors que l'Algérie, elle, maintient une ligne ferme, un cap. Et nous ne savons pas faire ça. Nous changeons de position sur les visas. Nous avons décidé à un moment de les réduire de 50%. Ensuite, on les a rétablis. Donc, les Algériens se disent, et je l'ai souvent répété ici, les Algériens se disent on peut continuer, nous, à tirer sur la ficelle parce que les Français ne la coupent jamais, cette ficelle. Je reviens sur l'attitude de l'Élysée sur l'affaire Sansal. Que vous a dit l'Élysée jusqu'à présent lors de vos rencontres ou lors de vos contacts sur ce dossier? Alors, il y a eu effectivement, je crois encore la semaine dernière, où il y a 10 jours, un contact entre Arnaud Benedetti, votre confrère, et qui est secrétaire général du comité de soutien à Boualem Sansal, et la cellule diplomatique de l'Élysée, où on espérait à l'Élysée qu'il y aurait une grâce présidentielle. Donc, dans le fond, on vivait sur cette idée, sur cette illusion. Mais encore une fois, je crois que c'est mal connaître l'Algérie. Je reviens à une question que vous avez souvent évoquée. Vous en avez même fait d'ailleurs une note pour la Fondapol, qui est la remise en cause des accords de 68. Est-ce que c'est aujourd'hui le moment de les remettre en cause ? Mais que ce soit les accords de 68 ou d'autres mesures, j'allais dire peu importe, mais le fait est que notre stratégie qui consiste à ne rien dire, à ne rien faire, à ne pas vexer les Algériens, à ne pas les provoquer, à ne pas prendre des mesures ou même prononcer des paroles qui pourraient les heurter, est un échec. Et que donc, il faut s'en tenir à une ligne de fermeté parce qu'ils ne comprennent que le rapport de force. Alors, les accords de 68, c'est un élément de ce rapport de force. En quoi, justement, la remise en
cause des accords de 68 pourrait avoir un rôle dans l'évolution favorable du dossier Sansal. Mais il faut qu'un jour ou l'autre, on montre à l'Algérie que nous sommes décidés à réagir. Alors on peut soit dénoncer l'accord du 27 décembre 68, soit tout simplement commencer par réduire de manière drastique le nombre de visas. Mais il y a un moment où il faut quand même dire les choses clairement et encore une fois montrer à l'Algérie que nous aussi nous pouvons être dans le rapport de force. Mais jusqu'à présent nous ne l'avons pas fait. Je rappelle qu'au mois de février le Premier ministre avait dit au cours d'une conférence de presse nous donnons un délai de 6 semaines, la presse avait qualifié cela d'ultimatum, nous donnons un délai de 6 semaines à l'Algérie pour qu'elle négocie l'accord de 68. Les 6 semaines sont passées depuis le mois de février et il ne s'est rien passé entre la France et l'Algérie depuis. Donc il y a un moment où il faut quand même montrer à l'Algérie que nous sommes décidés à franchir, j'allais dire, le Rubicon. Que va faire le comité de soutien ? Bonne question, mais je ne suis pas le porte-parole du comité de soutien, mais nous avons été extrêmement déçus, évidemment, extrêmement choqués, extrêmement peinés samedi, le 5 juillet. Vous êtes déçus, mais vous n'avez pas été surpris ? Parce que, encore une fois, j'étais persuadé que les Algériens ne donneraient pas de grâce en faveur de Boualem Sansal. Je les connais un petit peu et j'avais mis en garde mes amis du comité de soutien en disant il ne faut pas s'attendre à une grâce présidentielle, même si on peut toujours avoir une petite lueur d'espoir, mais je n'y comptais pas trop. Vous n'en avez toujours pas ? De lueur d'espoir ? Non, parce que encore une fois, ce pouvoir ne connaît pas l'espérance. Alors précisément, revenons sur ce que doit, et ce que va faire le comité de soutien. Oui, bonne question, mais encore une fois, nous ne sommes pas vus depuis je suis venu ce matin. Je n'étais pas à Paris du reste la semaine dernière, donc je me suis juste entretenu avec Noël Lenoir et Arnaud Benedetti, mais nous allons nous voir ces jours-ci pour voir quelle attitude adopter vis-à-vis à la fois du gouvernement français et puis de l'Algérie. Mais comme vous l'aviez noté, Monsieur Barrot lui-même m'avait dit que j'étais incompétent sur le dossier algérien, donc j'essaye et que j'étais le porte-parole de l'extrême droite, je crois, donc j'essaye de ne pas trop m'exprimer publiquement. La question c'est, est-ce que les comités de soutien, je vous pose la question un peu brutalement, le comité de soutien s'y est-il bien pris ? Je crois que oui, parce qu'il fallait maintenir la pression sur le gouvernement, il fallait maintenir la pression sur l'Algérie, il fallait maintenir la pression sur l'Union européenne. Je crois que si nous n'avions rien dit, rien écrit, Boualem Sansal aurait été oublié comme l'a été Christophe Glaise, qui est depuis 1 an retenu en Algérie et personne n'a rien dit. On l'a découvert juste la semaine dernière. Et il y a d'autres prisonniers politiques franco-algériens qui sont détenus en Algérie. Et on ne dit rien. Donc je crois nous avons eu la bonne approche qui consistait à appeler l'attention des autorités françaises et européennes sur le cas de Boualem Sansal. Est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, il y a une volonté, il y a en tous les cas une idée de pouvoir justement porter à la connaissance de l'opinion publique plus de choses concernant peut-être Christophe Glaise ou concernant les autres prisonniers franco-algériens. Mais le comité de soutien est un comité de soutien qui a été créé pour Boualem Sansal. Donc on ne va pas non plus mettre sur la table l'ensemble des éléments de la relation franco-algérienne. Mais il faut utiliser ces différents éléments comme levier. Est-ce que vous établissez un lien entre le cas de Boualem Sansal, celui de Christophe Glaise et celui des autres prisonniers ? Oui, forcément. Encore une fois, Christophe Glaise est apparemment depuis 1 an retenu
retenue, empêchée de quitter le territoire algérien. Elle faisait l'objet d'une ISTN, d'une interdiction de sortie du territoire algérien depuis 1 an, et on l'a découvert seulement il y a quelques jours. Donc il y a effectivement un lien vis-à-vis de ces différents dossiers. Et encore une fois, nous avons tendance à considérer que le pouvoir algérien est un pouvoir cartésien, rationnel, qui est sensible à des arguments politiques, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Est-ce que, à travers cette affaire, Xavier Driancourt, vous qui avez été ambassadeur à 2 reprises, en poste à 2 reprises à Alger, est-ce que vous avez appris des choses nouvelles? Est-ce que vous avez découvert des choses nouvelles? Non, parce que ce que j'ai vécu pendant mes presque 8 années en Algérie et ce que j'ai écrit à mon retour d'Alger dans les 2 livres que j'ai publiés sont confirmés par ce qui se passe aujourd'hui. Je ne me faisais pas d'illusions sur la nature de ce régime. Faut-il se pourvoir encore en cassation au risque de faire durer encore la détention ou tabler sur la politique et une grâce humanitaire? Ça, c'est la décision de Boualem Sansal. Et de son avocat Et de son avocat. Je rappelle qu'il a changé d'avocat, que Maître Zimrey, qui était l'avocat désigné par Gallimard, n'a pas pu se rendre en Algérie, pour les raisons que vous savez, et que Gallimard a désigné... Pour des raisons, peut-être qu'on le redit, c'est parce que les Algériens ne voulaient pas recevoir Maître Zimrey en lui reprochant d'être juif. Exactement, et donc ne lui ont pas délivré de visa. Maître Cornu-Gentil, qui a été désigné par Gallimard à la suite de la non-mission de François Zimrey, a eu, au bout de quelques jours, un visa. Il a eu un visa qui ne lui a pas permis d'assister au procès de Boualem Sansal. Vous voyez quand même la subtilité de ce régime politique. Nous croyions que Maître Cornu-Gentil aurait pu se rendre au procès de Boualem Sansal en appel. Non, les Algériens ont été suffisamment subtils et fauchetons pour lui accorder un visa après le procès en appel. Donc il n'a pu venir que quelques jours après pour le rencontrer dans sa prison. Il a pu rencontrer Boualem Sansal. Il a pu rencontrer Boualem Sansal. Il l'a vu en tout cas lors de l'annonce du délibéré, du verdict. Comment il a trouvé Boualem Sansal à ce moment-là? Je ne sais pas s'il le connaissait avant, donc il l'a trouvé comme un monsieur de 80 ans et qui n'avait plus son catogan, sa queue de cheval qui a été changée, parce qu'évidemment 9 mois en prison, ça change un homme, mais il n'avait pas d'élément de comparaison par rapport à ce que nous pouvions connaître de Boualem Sansal. Donc je reviens à la question, il y a encore une possibilité, vous en parliez tout à l'heure, d'ici le 9 juillet, oui, de se pourvoir en cassation. Il y a un débat, de savoir s'il faut continuer la phase judiciaire ou bien d'aller directement, de parier sur la politique. Oui, il y a un débat et je pense qu'encore une fois, il faut... Même si je n'y crois pas beaucoup, il ne faut pas totalement exclure une grâce individuelle accordée par Tebboune pour Boualem Sansal, donc qui serait détaché des autres cas de grâce qui avaient eu lieu le 5 juillet. Il ne faut pas l'exclure totalement parce que le pouvoir algérien a intérêt à se débarrasser du cas de Boualem Sansal, qui bloque complètement aujourd'hui la relation franco-algérienne et qui risque de bloquer la relation entre l'Algérie et l'Union européenne. Apparemment, jusqu'à présent, ça ne porte pas trop préjudice au pouvoir algérien. Oui, mais je pense qu'il ne peut pas continuer indéfiniment parce qu'encore une fois, s'il arrive quelque chose à Boualem Sansal, il risque de le payer cher. Boualem Sansal, le scandale de la vérité, c'est l'éditorial du Figaro aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier Driancourt. Sur cette question et sur toutes les autres dont on a parlé au cours de cette interview, je recommande votre dernier livre, France-Algérie, le double aveuglement. C'est aux éditions de l'Observatoire et bien évidemment votre note pour la Fondapol sur les accords d'immigration de 1968. Merci beaucoup. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.